Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Marie-Charlotte Guérin, bonjour. Bonjour. Alors, en début d'année, c'est traditionnel. Quels vœux formez-vous pour 2024? Des vœux de santé, parce que je pense que c'est ce qui nous permet de tenir sur le temps long. Et puis des vœux de solidarité et de partage, parce que je crois qu'on en a particulièrement besoin. L'actualité politique de cette rentrée, c'est évidemment la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre. Le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République. Qu'en pense la plus jeune députée de l'histoire de Lyon? C'est un signe positif envoyé à la jeunesse, de se dire que les fonctions n'attendent pas forcément le nombre d'années. Après, je crois qu'on parle d'une jeunesse qui est un certain type de jeunesse, avec quand même un ministre extrêmement parisien qui, entre Sciences Po, l'école alsacienne et ses fonctions dans les différents ministères, a été très concentré, en fait, a passé toute sa vie dans l'élite politique de la France. Et très fondamentalement, je ne crois pas que le changement de casting en termes de Premier ministre change quoi que ce soit à la politique qui va être menée dans ce pays, puisqu'il me semble que c'est le président, finalement, qui est bien aux manettes et qui refuse de lâcher prise. Donc je ne pense pas que ça va changer grand-chose en soi, le personnage, peu importe son âge. Et quel regard vous portez sur le bilan ministériel qu'il peut avoir? C'est bien la difficulté avec Gabriel Attal, c'est-à-dire qu'il a été porte-parole, puis ministre de l'Éducation, puis aussi également ministre du Budget. Et en fait, dans les faits, il n'a pas tellement de bilan. Comme il bouge assez régulièrement, il a assez peu de bilan. En tout cas, pour l'éducation, on a quand même des suppressions de postes qui sont très décriées par le corps professoral. Donc c'est un bilan qui n'est pas si positif que ça. Mais moi, je lui Dans souhaite... son passage, j'ai obtenu qu'il y en ait moins que prévu. Oui, donc moi je lui souhaite en tout cas de faire ses preuves, mais en l'état, je ne pars avec aucun a priori de confiance quant à son action politique. Il y a eu un passage qui était assez visible au ministère de l'Éducation nationale, avec un certain nombre de mesures qui ont été très populaires, mais que vous avez systématiquement dénoncées. Oui, des mesures effectivement avec lesquelles je n'ai pas été d'accord et ma famille politique n'a pas été d'accord, et surtout des Vous êtes mesures, un peu en décalage avec les Français là-dessus. peut-être qu'on a des désaccords en tout cas sur le fond, mais parce que typiquement moi, il y a certains sujets où je ne comprends pas qu'on remette l'uniforme à l'école, qui me semble être une mesure assez à rebond, quoi, à recul, et qu'en plus on fasse payer 200 € aux familles quand on sait qu'aujourd'hui il y a un ménage sur trois qui ne mange pas à sa faim en France. Moi j'ai un vrai problème avec ça. C'est une question de pouvoir d'achat, c'est une question de légitimité où pour moi c'était absolument pas la priorité. Là où c'est expérimenté, c'est pas payé par les familles. Non, mais en tout cas dans un certain nombre de territoires ça va l'être. Et c'est problématique sur le temps long. En tout cas, moi, je le vois comme un vrai problème pour le pouvoir d'achat des Français et des Françaises. Mais dans ces cas-là, je crois que le ministre de l'Éducation, il a fait des grandes mesures à grand renfort de coûts de communication. Il n'a aucun bilan aujourd'hui. On n'a aucune idée de l'effet des mesures qu'il a annoncées, puisqu'il n'y a pas assez de recul et puisqu'il est devenu Premier ministre, donc il ne sera pas comptable de son bilan en l'état. L'interdiction de l'abaya a plutôt été appréciée par les Français et même par le corps enseignant au final. C'est vrai, c'est un fait. Moi, ce que je suppose, c'est qu'il aurait fallu, en tout cas, qu'il y ait peut-être une éducation à l'esprit critique des élèves. Je ne crois pas que l'interdiction pure et dure, quand on a des craintes de repli identitaire, elle suffise. Parce que si c'est ça qui est décrié, ça se fera par ailleurs de toute façon. Par contre, développer l'esprit critique des élèves pour qu'ils se demandent quelle est la valeur du vêtement religieux, pourquoi, quelle est la place du corps des femmes aussi, comment on s'habille. Tout ça, moi, j'aurais préféré que ce soit des mesures qui auraient été adoptées et qui, je pense, auraient eu des vertus pédagogiques, puisqu'on parle de l'école et de l'éducation nationale sur le temps long, et on ne parle pas d'un ministère de l'identité. C'est pas antinomique avec l'interdiction de l'abaya. Mais ça n'a pas été fait. Dans les autres annonces, il y a notamment s'appuyer sur la méthode de Singapour pour l'apprentissage des mathématiques. Là aussi, c'est quelque chose qui est salué par les Français. Oui, et moi, pour le coup, je n'ai pas d'expertise en termes d'appréciation pédagogique de cette méthode par rapport à une autre, et je fais confiance au corps professoral, pour le coup, pour se positionner là-dessus. Et là, pour finir sur son bilan, les groupes de niveau, les secondes passerelles, le fait qu'il faille obtenir son brevet pour passer en seconde, en 4-5 mois, finalement, ça fait quand même beaucoup d'annonces, toutes très populaires. À nouveau, beaucoup d'annonces, mais pas d'effet pour l'instant. Et on entend les annonces qui sont les plus populaires, qui font le devant, entre guillemets, de la scène médiatique. Mais moi, par ailleurs, j'ai des professeurs qui m'interpellent sur le changement du brevet tel qu'il a été conçu, sur la fin de la liberté pédagogique, avec le manuel unique qui pose vraiment problème à un certain nombre d'enseignants dans ce pays. Et je le comprends, puisque ce n'est pas la méthode, ou en tout cas l'esprit du corps professoral aujourd'hui et des enseignants dans notre pays. Et ça, ce sont des mesures qui inquiètent, mais dont on parle moins parce qu'effectivement, elles sont moins populaires. Donc je crois que le bilan, il est loin d'être tout rose. Et de toute façon, ça n'existe pas dans la vie politique d'avoir un bilan complètement parfait où tout le monde est content. Mais il faut bien prendre la mesure de se dire qu'il y a un bilan qui est en demi-teinte et des mesures qui ont aussi inquiété l'éducation nationale. Mais si toutes ces mesures, finalement, aujourd'hui, vous ne les critiquez pas tant que ça et qu'elles sont aussi populaires, pourquoi la gauche ne les a pas proposées?
Alors moi, je suis arrivée suffisamment récemment en politique pour ne pas être en mesure de me sentir comptable du bilan de mes aînés, mais à voir quand nous reviendrons au pouvoir, quelles mesures nous prendrons en compte. Mais dans tous les cas, on voit bien qu'on est aujourd'hui dans une éducation nationale avec des profs qui sont en souffrance. Et pas que les profs, toute la communauté éducative. Donc il va y avoir un vrai enjeu, et ça n'a pas été vraiment fait, de revaloriser les métiers de l'éducation pour pouvoir avoir un corps professoral qui sera plus fourni. Et ça a été dit d'ailleurs, je crois, c'est que quand on veut mener des réformes dans l'éducation nationale, elles passent d'autant mieux et elles se font d'autant plus paisiblement si les enseignants se sentent valorisés. Et aujourd'hui, on en est encore loin et on a encore besoin de fournir plus de postes pour qu'on fournisse une éducation qui soit de la meilleure qualité possible à tous les niveaux de l'école en France. Dernière question sur Gabriel Attal. On attend la composition du gouvernement. Est-ce qu'il y a des ministres dont vous espérez qu'ils resteront en fonction, avec qui vous arriviez à travailler? Je n'ai pas d'attente particulière, moi, avec les ministres en particulier. Et moi, les ministres avec lesquels je suis en lien, notamment via la Commission des affaires sociales, je ne peux pas dire que les relations se passent mal. Nous avons des relations de travail complètement cordiales, qui se passent très bien. Mais il y a un point en commun sur tous les sujets que nous demandons, c'est le manque de moyens. Donc ce que je constate, et il me semble assez peu probable que par exemple Bruno Le Maire ne soit pas reconduit au gouvernement, c'est que tant que nous n'aurons pas un changement de politique globale au sein du gouvernement, avec notamment plus de moyens, notamment sur toutes les politiques publiques de prévention, donc quand il s'agit de protéger les gens, que ce soit sur le logement, sur la santé, sur le pouvoir d'achat, eh bien de toute façon nous aurons un désaccord et nous aurons des ministres avec des marges de manœuvre extrêmement limitées, ce que je regrette et ce qui doit ne pas être très facile pour eux à vivre aussi au quotidien. Sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, l'hébergement d'urgence, il y a eu une annonce, 120 millions d'euros qui ont été débloqués ce lundi par le ministère du Logement. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle qui est en demi-teinte. Déjà parce que ces 120 millions, le gouvernement aurait dû les débloquer quoi qu'il arrive. Dans le sens où quand on regarde en gros les dépenses sur l'hébergement d'urgence qui sont exécutées sur l'année précédente, ces 120 millions, ils viennent mettre ce qui a été prévu dans le budget à peu près au même niveau. Donc c'est de toute façon de l'argent qui aurait déjà été dépensé. C'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que potentiellement, ça va nous permettre de créer plus d'hébergements d'urgence, ce dont on a besoin cruellement. Aujourd'hui, on a une annonce qui a été faite comme un petit coup de com', de dire bon on va renforcer l'hébergement d'urgence. Pourquoi? Parce qu'il commence à faire très très froid, il a fait très froid dans le pays cette semaine, donc on va mettre 120 millions. Très bien, sauf que les 120 millions, on n'a aucune idée de comment ils sont ventilés, donc c'est-à-dire comment l'argent va être réparti. Combien de places d'hébergement d'urgence ça va créer concrètement, donc combien de personnes vont être mises à l'abri? Et surtout, ce qui est gravissime, c'est que nous, ces moyens, on les avait déjà demandés dans le budget 2024, il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, on les avait fait voter en commission des finances, et ils avaient été retoqués à coup de 49.3. Et si ces moyens avaient été acceptés quand nous les avions proposés il y a quelques semaines, probablement que les places, elles auraient déjà été créées aujourd'hui, et que nous n'aurions pas eu, comme nous l'avons eu cette semaine, 2 personnes au moins, voire 3, qui sont vraisemblablement mortes de froid dans ce pays parce qu'elles n'étaient pas mises à l'abri. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Et c'est gravissime. Enfin, moi, je suis particulièrement en colère de se dire, parce qu'on a manqué d'anticipation ou parce qu'on a voulu refuser de mettre les moyens parce que ça coûtait trop cher, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont mortes à cause de ce défaut d'anticipation du gouvernement. Celui qui est aussi en échec sur une promesse faite, c'est Grégory Doucet, qui avait pris l'engagement de 0 enfant dans les rues de Lyon. Ce n'est pas le cas. Les associations en comptabilisent 334. Avec une cinquantaine d'enfants qui ont été hébergés pendant les vacances et qui ont été remis à la rue ce lundi. Je crois qu'il faut remettre la responsabilité là où elle est. C'est-à-dire que la responsabilité de l'hébergement d'urgence, ça n'est pas celle de la ville de Lyon, c'est celle de l'État. Mais Grégory Doucet s'était engagé sur ce Absolument. sujet. Et je crois que la ville fait plus que ça n'a jamais été fait aujourd'hui à la ville de Lyon pour mettre à l'abri les personnes. C'est-à-dire que quand la ville de Lyon prend ses responsabilités et dit « nous allons mettre les plus de 90 personnes, dont 56 enfants, à l'abri pendant les vacances de Noël, déjà pour qu'elles aient un peu de répit, qu'elles arrêtent de changer de logement tout le temps, aussi parce que les collectifs justement de citoyens, de parents d'élèves et de professeurs qui les accompagnent et qui les mettent à l'abri dans les écoles, parce que l'État n'agit pas. Il faut le rappeler quand même qu'à Lyon, on est dans une situation complètement lunaire où ce sont des citoyens et des citoyennes qui mettent à l'abri des enfants et leurs parents dans les écoles parce que l'État ne les met pas à l'abri, alors que c'est leur compétence. La question des compétences fatigue un peu les citoyens, au final, c'est de l'argent public. Mais je crois, non, il faut rappeler ça, il ne faut pas lâcher là-dessus, en fait. Parce que c'est trop facile de se dire qu'on ne va pas tenir l'État responsable de ce qu'il est censé faire. C'est normal. On s'attend, comme on a des exigences envers la ville sur les questions d'aménagement du territoire. On ne va pas demander à l'État de dire « attention, vous avez mal fait ce bout de trottoir ». Ben, c'est la même chose. On ne va pas demander à la ville de dire « vous n'hébergez pas les enfants ». Et la ville le fait plus que jamais, comme la métropole le fait plus que jamais. Mais l'État doit prendre ses responsabilités, parce qu'il faut le rappeler quand même qu'en France, le droit à l'hébergement d'urgence, c'est un droit qui est inconditionnel. Et quand on laisse des enfants dormir dehors,
on contrevient non seulement au droit au logement, au droit à l'hébergement d'urgence, mais aussi à la Convention des droits de l'enfant. Et ça, c'est inacceptable. Et je refuse qu'on accepte en fait que ça passe, que finalement on ait une forme de lassitude vis-à-vis de ces situations et de cette misère qu'on ne regarde plus et de ces difficultés et de ces personnes qui sont extrêmement vulnérables, parce que c'est trop difficile à regarder. Et si la ville de Lyon est capable, pendant les vacances de Noël, de mettre à l'abri ces personnes à l'hôtel pendant 2 semaines, on ne va pas me dire que l'État, avec tous ses moyens, n'est pas capable de faire pareil. Et dernière question pour finir, votre actualité, c'est que vous avez été nommée rapporteuse d'une mission parlementaire sur la définition pénale du viol. Quel est l'enjeu et quand la loi devrait changer sur ce point? L'enjeu aujourd'hui, c'est que lorsque nous avons des victimes de viol dans ce pays, il y en a 0,6% de ces cas qui vont mener à des condamnations des agresseurs. Quand on est à 0,6% de condamnation, je pense qu'on peut parler d'impunité. Et c'est gravissime. Parce que ce qu'on sait, c'est que ce qui dissuade les gens de commettre un crime, c'est évidemment à quel point ils sont susceptibles d'être punis quand ils le commettent. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que dans notre pays, on ait moins de personnes qui soient victimes de viol s'il n'y a pas plus de condamnations. Et ça, c'est très important. Donc la France, aujourd'hui, notamment via la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, réfléchit à modifier la définition pénale du viol pour intégrer la notion de consentement. Parce qu'aujourd'hui, la loi, elle prévoit 4 critères qui sont la menace, la violence, la surprise et la contrainte. Et ces 4 critères, ils ne recouvrent pas en fait l'immense majorité des cas où les personnes sont victimes de viol. Notamment, on le sait, quand une femme est victime de viol, il y a souvent des cas de sidération qui prennent part. Donc une absence de réaction qui rend difficile en fait le fait de pouvoir dire non, de se débattre et de remplir finalement ce qu'on pourrait appeler le profil parfait de la victime de viol. Donc c'est celle qui s'est débattue, qui était dans un espace public, qui a des témoins, qui a des traces sur son corps. Dans la majorité des cas, les viols ne se passent pas comme ça. Et pourtant, ils doivent bien être sanctionnés. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous menons un cycle d'audition pour voir finalement comment nous pourrions réécrire le code pénal d'une manière qui prenne en compte ces différents cas, tout en faisant très attention à ne pas affaiblir le droit existant. On n'a pas envie non plus qu'on se retrouve dans une situation où ce serait pire qu'avant, finalement. Même si avec 0,6% de condamnation, c'est difficile de faire pire. Donc on mène tout un cycle d'audition. On consulte aussi, par exemple, nos voisins belges ou espagnols qui ont fait cette modification dans le droit pour voir comment ils ont fait, à quoi ils ont fait attention, etc. Pour se dire, bon bah voilà, nous on pense qu'on aura peut-être cette définition qui sera la plus protectrice possible pour les victimes et qui permettra que le droit finalement et que la justice soit faite dans le pays. Quelle définition vous souhaitez au final? Alors moi, je ne peux pas vous le dire parce qu'on doit mener l'ensemble de nos travaux et qu'on a plusieurs pistes possibles. Mais dans l'idée, ce serait que la notion de consentement soit inscrite noir sur blanc dans le code pénal. Parce que dès lors, ça va avoir un impact sur l'application du droit et l'interprétation du droit par les juges, mais aussi dans la société, inscrire le consentement dans la loi, ça a aussi un impact de changement culturel. Et ça, c'est très important. On voit qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui et surtout qu'il y a un écart entre la loi, qui ne le prend pas en compte, et la réalité pédagogique où aujourd'hui, de plus en plus, on enseigne aux enfants, aux plus jeunes, de se dire le consentement, c'est important, tu dois dire oui, tu as le droit de dire non, ton corps t'appartient. Et ça, finalement, c'est un changement de société qui est en train d'arriver, et il est normal que le droit l'accompagne aussi, petit à petit, mais surtout, il est vraiment, vraiment, vraiment crucial qu'on sorte de ce chiffre de 0,6% de personnes condamnées pour viol. Marie-Charlotte Guérin, je vous remercie. Et puis Merci moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.